peut avoir atteint des sommets de réussite et mal appréhender les chemins qui nous y ont conduits. Comment Raymond Acquaviva est devenu le professeur de comédie que le tout Paris s'est longtemps arraché, c'est encore un mystère qu'il a du mal à expliquer, avec ou sans filtre. Waouh, waouh, waouh. Bienvenue dans votre vie, Raymond Acquaviva. Et dans la vie surtout de ceux qui étaient avant vous, hein. Effectivement, des photos de famille que vous allez nous commenter. Venez, 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 on va se rapprocher. Mon Dieu, c'est terrible, enfin c'est magnifique. C'est terrible et magnifique. Ange Recchione. Mon grand-père maternel. Bonifacien, né à Bonifacio, une famille bonifacienne. Et ça, c'est son magasin, tel qu'il était en 1906. Il vendait de tout. Poudre de chasse, journal. C'était le supermarché de Bonifacio en 1900. Famille nombreuse, Léo Recchione, hein. Alors, famille nombreuse. Ouais. Là, vous avez toute la famille Recchione, avec donc... Alors, ce qui était très simple, c'est qu'il y a eu 9 enfants. Et donc 7 filles. Alors, c'est Ange Achille Recchione, le mari, Marie, ma grand-mère, et toutes les filles s'appelaient Marie. Mais alors, donc, pour les distinguer, il y avait donc Marie-Antoinette, l'aînée, Marie-Angéline, Marie-Josée, Marie-Jeannette, Marie-Augusta, Marie-Étiennette et Marie-Germaine, ma mère. Et comme vous le voyez, d'ailleurs, ma mère fait la gueule, parce qu'on lui a mis un nœud dans les cheveux, que sa sœur, les sœurs aînées n'en avaient pas. Et en plus, elle détestait, s'appelait Marie-Germaine, et tout le monde l'appelait Manon. Et ça lui restait Manon, tout le monde l'appelait Manon. Voilà. On va la retrouver, Manon, mais effectivement, votre grand-père va mourir juste après cette photo. Hein, oui. C'est incroyable, d'ailleurs. Il est mort, oui, peut-être 2 mois après, d'une crise d'appendicite. Une crise d'appendicite, oui. Toutes les filles vont partir sur le continent pour faire des études. Oui. Donc, Manon ne va pas échapper à la règle. Non. Elle va aller à Marseille et on va la retrouver dans un laboratoire. Elle, hein? Absolument. Elle était laborantine à Marseille. Et il va se passer quelque chose à Marseille. Mais avant cela, on va regarder la branche Acquaviva de la famille. Venez avec moi. Oui, alors là, on remonte Raymond. au Niol. Ah, voilà. Oui, voilà. Côté Niol, là. Là, c'est le Niol. Là alors, aussi, là, ils sont riches, là. Oh là là, oui. Alors, ça, c'est la maison familiale au couvent de Calacouche, qui était construite par mes arrière-grands-parents. On voit les costumes des dames. Donc là, on est en 1883, peut-être 85. Ah ouais. C'est une photo qui est vraiment au début des photos. Mais on voit que c'est l'époque des colonies, quoi, tout simplement. Parce que regardez la photo d'après, enfin d'à côté, justement, c'est assez marrant. Alors là, ce grand-père Acquaviva. Ouais. Et vous savez, mon grand-père Acquaviva, mon grand-père, donc Jean-Étienne Acquaviva, il était capitaine. Mais je ne savais pas sa vie, en fait. Et un jour, j'ai retrouvé les cahiers de mon grand-père, 2 cahiers où il écrivait. Et j'ai commencé à lire. Et là, alors là, mon grand-père, du coup, était devenu un héros. Enfin, ce héros inconnu que je ne connaissais pas et qui a fait toutes les campagnes coloniales de Madagascar, du Congo, du Tonkin, la guerre de 14. Et il y a tous ces événements. Il a rencontré donc Marie, ma grand-mère. Marie, c'était un coin, il y a 3 lignes. Je savais que je devais la rencontrer, je savais que c'était elle et personne d'autre. Mais je ne suis pas allé voir la famille une fois que j'étais à Lodz. Et je ne suis pas allé voir non plus. Et c'est elle qui m'a dit, tu devrais quand même te décider. Et donc, il est allé voir, du coup... Mais c'est intéressant, ça, parce que ça va rappeler l'histoire avec son fils. Parce qu'effectivement, dans cette maison, va grandir votre père. Oui, absolument. Hein, votre père, il va grandir là. Et lui, il va partir également à Marseille pour faire des études de médecine. Absolument. Et à Marseille, il va rencontrer Manon. Sauf que quand il raconte Manon,
vos grands-parents, ils disent non, elle n'est pas assez bien pour toi. Oui, c'est ça, c'est Et ça. il va forcer le truc aussi, lui. C'est ça, exactement. C'est marrant, ça. C'est drôle. Ah oui, c'est drôle, parce qu'il C'est n'accepte drôle. pas son fils alors que lui, il a fait la même drôle. chose. Et on le retrouve là, tiens, votre fils. Ah, oui, mon père. Votre père. Alors là, vous avez mon père, ma mère, qui est à sa gauche. Hein? Ils se rencontrent à Marseille, et c'est le coup de foudre. Et j'ai retrouvé une lettre de mon père à son père, en disant « J'ai rencontré une femme formidable, voilà, c'est la femme de ma vie, etc. » Et le père qui répond « Non ». Et mon père a réécrit en disant « Ben, si, je tiens, etc. » Donc, le père dit « J'arrive ». Et ça, je l'ai lu, je ne le savais pas, je les ai lus dans la mémoire de mon grand-père. Et donc, il arrive à Marseille, rue Sainte-Barbe, inattendu, il sonne, mon père se lève, évidemment, va ouvrir, il voit que c'est son père, et dit « Mais tu es arrivé quand ce matin par le bateau, etc. » Ah, mais je t'attendais pas, ben, j'espère bien que tu ne m'attendais pas, c'est pour ça que je suis venu. Et à ce moment-là, la porte s'ouvre, et on voit cette jeune femme, qui était encore plus jeune qu'elle est là, qui sort, et là, mon grand-père a ce mot sur son texte, il met « J'ai vu cette jeune fille très belle, et je me suis aperçu tout de suite qu'il n'y avait plus rien à faire. » Elle était enceinte. C'était vous. Alors, avant que vous arriviez dans l'histoire, parce que j'ai mis un autre portrait d'eux, histoire tumultueuse ensemble, hein, bien sûr. Mais venez, on va de l'autre côté, venez avec moi. Parce qu'ils vont faire du chemin ensemble. Ah, effectivement, Marseille, ils vont partir au Maroc, voilà. Ils vont ouvrir des cliniques ensemble, oui. Mais ils vont aussi surtout divorcer, oui. se remarier et se reséparer. C'est Richard Burton et Elizabeth Taylor tous les deux. C'est exactement ça, mais c'est exactement ça. Comment on pourrait le décrire, c'est votre ni papa? Avec toi, ni sans toi. Ben, papa était un homme extrêmement intelligent, brillant, même en société extraordinaire, hein, vraiment. Mais il était gynécologue. Enfin, c'est pas non, jusque-là, ça va, gynécologue. Et ça permet de rencontrer beaucoup de femmes, quand même. Et séducteur. Donc, oh là là, c'était un séducteur... Invétéré. Invétéré. Au Maroc, c'était incroyable. Je me demande, d'ailleurs, je n'ai pas fait le compte, mais enfin, il a dû en séduire plus d'une. Mais ma mère n'était pas au courant de ces choses-là. Donc, c'est quoi le caractère de votre mère, justement? Ma mère était plutôt une femme assez droite, qui s'est avérée être une très bonne femme d'affaires. Mais ça ne m'étonne pas, parce que là, dans ce magasin, quand elle était petite, ma grand-mère, les filles, les autres, Angéline, etc., disent « Maman, on va au magasin. » Non, 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 c'est Manon. C'était la plus petite, elle avait 8 ans. C'est Manon qui va prendre le magasin parce que Manon, elle vendrait des pierres. Donc, c'est ce que m'a raconté ma mère, ça. Donc, pendant que lui, effectivement, il dirige la clinique, elle va s'occuper des finances et ça va bien marcher. Voilà. Et effectivement, c'était à Marseille, vie tumultueuse. Mais avant la clinique, il y a eu un divorce, là. Ils se sont divorcés, du coup. Ils ont divorcé tous les deux. Mais on va avoir l'occasion de revenir là-dessus, parce que vous venez au monde, vous. Moi, je viens au monde à Bonifacio. Vous allez nous expliquer ça, parce qu'avec pareil, passé ou passif, on va voir ce que vous allez devenir. C'est incroyable, parce que je peux continuer à vous parler, là. On va là-bas. Très bien. Alors, allons-y. Allez, prenez place. Merci. Et arrive le grand moment. Ah ben c'est vous. Bon. La naissance à Bonifacio. Pourquoi vous naissez à Bonifacio, Raymond? Ah, ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que je suis né à Bonifacio? Ma mère est allée accoucher dans sa famille, parce que je suis né dans la maison, quoi. À l'époque, il fallait accoucher dans la famille. Ma mère avait envie de retrouver sa famille, et donc mon père, comme il était occupé toute la journée, mais à son métier. Non, mais c'est marrant, vous avez un père gynécologue et votre mère a bien accouché dans la famille. C'est peut-être aussi pour ça, parce que du coup, comme il était gynécologue, il ne voulait pas mettre la main à la pâte, si je puis dire. Donc, est allé à Bonifacio, est retourné à Bonifacio, et je suis né là-bas le 1er janvier 1946. Et on vous retrouve vite. Alors ça, c'est... Oh là là. Eh oui, je suis là. C'est Marseille. Et là, on est tous ensemble
au lycée Nord à Marseille. Donc là, ça doit être peut-être en troisième. Peut-être troisième ou seconde, je ne sais pas. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir une révélation, parce que vous êtes à l'internat, et à l'internat, je ne sais pas si on s'ennuie, mais vous prenez un livre de Claudel, un jour. Oui. Et comment il s'appelle ce livre? Ça s'appelle Le partage de midi. Qu'est-ce qui se passe? Une pièce de théâtre. Qu'est-ce qui se passe? Le partage de midi. C'est une histoire d'amour absolument sublimissime. Et moi, j'ai 18 ans ou 17 ans, et je lis ça en études, et du soir, avec le pion qui surveille, et je lis, et je lis, et je lis. Je dévore ce bouquin, quoi. Et parce que le texte m'enthousiasme, me parle, m'emmène en Chine, comme par hasard, comme mon grand-père, en fait. Et ça, c'est magnifique, c'est une pièce d'amour magnifique. Parce que vous n'êtes pas prédisposé même à la littérature, c'est pas une famille d'intellectuels. Votre père ne lit pas, votre mère ne lit pas. Pas du tout. Donc, il y a le théâtre qui vous saute à la gueule, j'ai envie de dire, comme ça. Oui. Et du coup, vous vous mettez à monter les pièces de théâtre, vous aussi, au lycée. Alors, la première pièce que j'ai montée, c'était au lycée Nord, à Marseille, avec des internes. Et j'ai monté l'anglais tel qu'on le parle, de Tristan Bernard, où, évidemment, je m'étais arrogé le rôle principal. Et c'est là que tout a basculé, parce que je jouais ce rôle qui était tout en anglais. Or, j'étais nul en anglais, j'avais appris tout phonétiquement. Et il y a un prof qui arrive, qui me dit, mais vous avez été à Cambridge? Je fais, non, jamais. Il me dit, mais vous avez un accent parfait. Alors, je lui dis, écoutez, je vous remercie, mais vous avez fait du théâtre, vous êtes au conservatoire. Clac. Je ne savais pas ce que c'était le conservatoire, donc non, je ne fais pas le conservatoire. Ben, vous devriez le faire. Voilà, c'est ce prof d'anglais qui s'appelait Monsieur Chickler, qui m'a mis le nom conservatoire dans la tête. Et donc là, donc on vous retrouve au conservatoire. Je suis reçu au concours d'entrée du conservatoire, et donc ma vie a basculé là. En fait, elle a basculé là. Elle a basculé là. Elle bascule là, mais parallèlement au conservatoire, vous écoutez quand même. Voilà. Vous écoutez quand même papa et maman, parce qu'on vous retrouve là dans un amphi de médecine. Voilà. Qu'est-ce qui se passe parallèlement, je suis là, au bout. Au premier rang en plus. Au premier rang, là-bas, avec ma plume, je vois que je prends des notes. J'ai même oublié totalement quand cette photo a été faite. Une photo d'amphi, comme ça, où tout le monde regarde le photographe, visiblement. C'est extraordinaire d'avoir cette photo-là. Et c'était ma première année de CPEM à Marseille. Pourquoi fallait-il faire médecine, vraiment? Parce que mon père avait une clinique. Donc, ma mère était directrice de la clinique, mon père avait la clinique. Je suis inscrit en médecine, mais... pas de plan de carrière, quoi. Mais pas du tout, Je répondais au QCM, c'était le singe, quoi. Je mettais des croix, comme ça. Mais ça ne m'intéressait absolument pas du tout. Donc vous n'allez même pas faire un an, enfin vous allez faire un an, voilà, c'est ça, pas plus, un an, pas plus. En revanche, la carrière artistique, elle continue, quoi. Conservatoire. Et avec quoi? Avec Napoléon. Exactement, Madame Sans-Gêne. Je joue Madame Sans-Gêne au Conservatoire de Marseille. Qu'est-ce qui se passe au Conservatoire de Marseille? Là, on est sur le concours de sortie, effectivement. Là, c'est le concours de sortie. Et puis c'est fini, une fois que vous avez pris le conservatoire. So what? La seule solution, c'est ou tu continues tes études de médecine ou tu t'en vas. Et vous, ni une ni deux, quoi, à l'époque, hein, c'est incroyable. Vous avez une 4L à l'époque, je crois, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous prenez une 4L pour l'autoroute A7. Oui, j'avais une 4L. Et on se retrouve. L'autoroute. On est en quelle année on est? En 60, non En 69. Ouais, donc l'autoroute, non, pas encore. Mais vous finissez par arriver ici, en tout cas. Oui, j'arrive là. En fait, j'arrive à Paris chez Jean Périmoni. Le grand Jean Périmoni. Qui est ce maître, là, qui m'a vraiment appris mon métier. Et qui était le prof, donc, de son cours Périmoni, chez qui allait beaucoup de monde. Ben, voilà, hein, d'ailleurs. Béatrice Agenin, Dussolier. Eh oui. Vous êtes où, vous, là? Moi, je suis là, au milieu, là, ici, hein, tout fin. Là, ouais. Je suis au milieu, Béatrice Agenin est là, et Dussolier est là-bas. Et là, vous apprenez véritablement le métier. Ça vous plaît, ce métier? Ah ben, ça me plaît. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de faire... Je sais pas... C'est un métier où on dit qu'on va jouer.
Ouais. C'est comme Ouais. les joueurs de foot, on va jouer. Ouais. Donc on va pas travailler, on va jouer. Donc on reste dans l'enfance du jeu, on reste dans le plaisir du jeu, même si ça demande un travail assez conséquent. On ne se rend pas compte de ce travail-là, on le fait avec tellement de plaisir que, oui, bien sûr que ça a été formidable. La vie est belle à l'époque, et vous-même, vous êtes beau, hein. Voilà. Premier book, oui, ça c'est première 1970. photo. Oui, Ouais, ça- vous êtes magnifique, vous êtes sur le marché des acteurs. Vous Voilà. n'êtes pas le seul à Paris. Hein. Non, c'est ça. Et alors, vous êtes beau, mais vous n'avez pas trop de chance, en fait, hein, Raymond. Non, Parce que vous allez tenter l'entrée au Conservatoire national. Et vous allez passer le premier tour, le deuxième tour, vous allez échouer au troisième. Parce que vous êtes malade le jour. Enfin, on ne va pas se trouver d'excuses, mais il y a quand même, vous êtes Non, pas malade. d'excuses, mais Et c'est vrai. puis, au même moment, se monte une pièce de théâtre qui s'appelle R. Vous êtes sélectionné pour avoir le rôle principal. Sauf qu'à l'époque, dans R, il faut Il faut être nu. sur C'est scène. simple. Hein C'est R, c'est la première pièce où tous les acteurs étaient nus sur le plateau. À un moment donné, c'est une pièce magnifique. Pas tout le monde l'a vu, le film et tout ça. Donc, à un moment donné, ils arrivent et ils enlèvent leurs vêtements en chantant Let the sun shine in. Et ils viennent à l'avant de la scène, comme ça, nus. Et vous, ça vous dérange pas trop, ça, finalement. Mais sauf que vous en Moi, parlez quand même à votre père et à votre mère de ça. Oui, enfin là, ça les a plutôt dérangés, on va dire. Et donc, ça a été un ultimatum un peu. Tu choisis, hein. Tu te mets à poil sur un plateau, c'est bon, c'est terminé. Déjà, l'actorat, c'était dur à assumer. Je n'étais plus médecin, j'étais acteur. Mais en plus, acteur à poil sur un plateau, ça, c'était plutôt compliqué pour eux. Et donc ils j'ai prennent choisi Julien la Clerc. famille. Donc, Ouais, et puis ils prennent Julien Clerc à votre place, et Julien Clerc, lui, Et c'est malin, Julien Clerc. dans le contrat, il va mettre un truc comme quoi il n'a pas le droit d'être... hein. Absolument. Lui, il va avoir un Lui, slip. il avait un slip. Couleur chair, on aurait dit, vous savez, ces mannequins là qu'on voit en vitrine. Heureusement, Voilà. heureusement, vous Voilà. allez avoir, alors de la chance, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un certain Jean-Paul Roussillon qui vous appelle un jour, un dimanche matin, Oui. et qui vous dit bonjour, bonjour monsieur Aquaviva, est-ce que ça vous dirait de rentrer à la Comédie Française? Et vous vous raccrochez parce que vous dites c'est n'importe quoi, et puis finalement il vous rappelle, et qu'est-ce qu'il vous propose en fait, Jean-Paul Roussillon? Eh ben, il me propose de rentrer pour jouer avec Isabelle Adjani, l'école des femmes. Isabelle Adjani n'était pas encore Isabelle Adjani, elle est devenue après ça. Mais moi, je n'avais pas fait le Conservatoire national. Et non. Ça n'existait pas. On ne rentrait à la Comédie Française qu'avec un premier prix de conservatoire. Je n'avais pas fait le conservatoire. Donc, j'auditionne. Et puis un jour, Jean-Paul Roussillon me dit venez demain, après une semaine de répétition, venez demain. Monsieur Dux, Pierre Dux, qui était l'administrateur de la Comédie Française et qui devait jouer le rôle d'Arnolphe, avec qui Horace a quasiment toutes ses scènes, va vous écouter. Et donc j'arrive à la Comédie Française, dans la salle Escande. Il y a Dux avec sa moustache qui était là, très impressionnant, un homme impressionnant. Et donc on s'assoit, on taille le bout de gras, tranquille, et puis Jean-Paul Roussillon ne vient pas. Et alors Dux fait, mais enfin c'est incroyable, comment ça se fait, il n'est pas encore là, etc. Enfin au bout d'un quart d'heure, j'ai dit, écoutez, on va pas rester là comme de blanc, hein, on n'a qu'à se dire le texte. Alors il me regarde comme ça, c'est impertinent comme ça, et je prends la chaise, je la retourne, je me mets comme ça, je dis, c'est vous qui commencez, allez-y. Et c'est comme ça que je suis rentré à la Comédie Française. C'est Parce que vous étiez Horace finalement. parce que j'étais Horace. En fait, Horace n'arrête pas de faire des gaffes avec Arnolphe. Et donc, moi, je ne me rendais pas compte du tout de ça, mais La fougue j'étais de la complètement jeunesse. mature. Donc, il a dit, c'est lui que je veux. Parce que c'est être acteur, comme vous dites, c'est être complètement en nature. Et vous rentrez à la Comédie Française, finalement, avant vos petits copains qui avaient réussi le Conservatoire Absolument. national. Donc c'est vous qui les accueillez quand ils vont Absolument. arriver. Et quand on est à la Comédie Française, effectivement, ça voilà. donne ça. Hein, la première... Première pièce, Isabelle Adjani, Michel Aumont et Raymond Aquaviva. On est en 1973, succès phénoménal. Vous assistez à la naissance d'un talent, un véritable talent, non? Isabelle Adjani, c'est quelque moi, je chose. restais en coulisses, hein, je regardais. Comment faisait-elle pour avoir une telle charge émotive? C'est-à-dire qu'elle pleurait, mais immédiatement, comme ça. Hop, les larmes coulaient, mais des vraies, grosses. Enfin, c'était... Et Raymond, vous êtes à la Comédie Française, vous allez rester combien? 15 ans, 16 ans? 15 ans, oui. 15 ans, 15 ans à la Comédie Française. Et puis, un jour, il va y avoir un signe du destin, pendant que vous êtes à la Comédie Française, qui va réorienter un petit peu votre carrière. On va pas en parler là. Ah bon? Non, on va en parler dehors. Allez, On va en parler dehors. Eh oui, C'est grave, alors. vous et moi. Allez, hop, Je t'attends à la sortie. allez, à la sortie. OK.
Et donc, 1981. Ah, oh là, il y a 3 choses là. Oui, vous êtes dans cette pièce, hein, L'Avare. Je suis dans la Var. Oui, à la Comédie Française, Alors bien ça, sûr. c'est mon Vous êtes premier avec- spectacle d'ailleurs. Vous êtes à ça. côté de l'Harpagon, hein, on voit. Oui. Vous êtes certainement bon, parce qu'à la fin du spectacle, il y a cet homme-là qui vient François Florent. vous voir et qu'est-ce qu'il vous dit? Voilà, je viens de vous voir dans cette pièce avec Michel Aumont, dans la Var, et je voudrais savoir si vous voulez être professeur dans mon école. Et là, je le regarde et je lui dis, ben, oui. Et il y a une voix en moi qui me dit, mais tu es malade? Oui, tu n'as jamais été professeur de ta vie. Tu dis oui. Tu dis, pourquoi tu dis oui? Il me dit, bon, ben, très bien, vous commencez en septembre. Et cet homme, c'était donc François Florent, le directeur de cette école devenue célèbre. Et voilà. Et Comment je suis devenu professeur et comment cette passion, parce que ça, c'est une passion, est née là, grâce à cet homme. Et ça va continuer ainsi, justement, cette passion. Finissez sa patience. Ce n'est plus la fringale, mais un bon appétit. On déguste moins, mais on dévore plus. Ouais, on mâche. Non mais qu'on s'y frotte jamais. Mademoiselle de Mouzy, ou d'autres. Mademoiselle de Mouzy. Quoi, Mademoiselle de Mouzy? Non, rien, des bêtises. Attends une seconde là, je veux dire juste une chose. C'est que lui, ça existe la demousie pour lui. Enfin, je veux dire, c'est ça. Bon. Elle dit, et dis donc, et Mademoiselle Demouzy, c'est ça que... Dis donc, tu sais bien La petite Demouzy. Et c'est comment il est découvert et quelque chose, donc il faut que tu ressentes quelque chose là. Là, tu joues trop le côté comme si... C'est ça, vous. Ah, ça, c'est... Oui, ça, c'est vous en action. Quelle est votre spécificité? Parce que rapidement, vous allez devenir le professeur que tout le monde veut avoir, vous devenez un grand professeur. Qu'est-ce que vous avez de différent des autres, vraiment? C'est une question... Une question, j'aurais du mal à répondre de ce que j'ai de différent des autres. Je dirais que je les regarde. Et... Elle sait déjà. Je n'ai pas besoin de lui enseigner. Parce qu'elle a cette vivacité. Il dit, écoute bien ça. Et lui, il ne sait pas. Et c'est pour ça que c'est à lui que je dis, non, tu fais comme si rien n'était, etc. Non, ça doit te... Donc, c'est d'aller chercher chez ceux qui n'ont pas, enfin, ceux qui ne savent pas encore, comment ils peuvent arriver à avoir quelque chose. On a tous quelque chose. Mais on est tous différents les uns des autres. Comment on va atteindre ce sentiment interne comme ça qu'on a pour pouvoir exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. La vie nous apprend toujours à cacher les choses. Et le théâtre, c'est ouvrir et donner et montrer. Et dans la vie, on ferme tout. À partir de l'adolescence, on ferme toutes les portes. C'est pour ça que les enfants sont des acteurs formidables et que les adolescents, c'est plus compliqué. Parce qu'ils ferment pour pas être en prise avec les colibés, tout ça, les machins. Donc ils ferment. Et donc, mon métier consiste à ouvrir, à tourner les clés, en fait, de ces différents acteurs que je vais avoir. Et vous tournez les clés de beaucoup d'acteurs, hein? Regardez. Ils ont été formés par Raymond Aquavive. Oh là là. Que des stars, là. Que des stars, Raymond. Oui, c'est Raymond, vrai. au bout de... assez rapidement, on se bat pour faire partie de vos cours. Vous devenez le plus grand professeur d'art dramatique de Paris. Vu ce pédigré, si je puis dire, je suis obligé de le reconnaître, mais c'est venu... Je crois que c'est venu... c'est venu tout naturellement. En fait, c'est en regardant les autres que vous apprenez. Donc c'est un véritable échange. C'est cet échange-là. Et un échange, il a fallu l'avoir aussi avec François Florent, parce qu'un jour, vous allez dire au revoir à François Florent. Oui. Pour ça. Ah oui. Quel drôle d'animaux à conduire que les comédiens. Molière dans L'Impromptu de Versailles. Vous avez lancé votre propre école à un moment, dans votre propre théâtre? Oui. Absolument, on était en 2000. Comment il l'a pris, François Florent, quand vous avez dit Il a bien pris. Ah. Il a bien pris. C'était un peu normal qu'à un moment donné, l'oiseau quitte son nid. Donc votre théâtre, vos cours,
que vous donnez encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Encore aujourd'hui, oui, Encore oui, aujourd'hui, oui, ah bah hein, oui, Raymond, c'est hein. la dernière chose que je quitterai, ça, c'est sûr. Oui. Ah, ça va être difficile. Ça va être difficile. Vraiment. Et parallèlement, Raymond, vous montez des pièces de théâtre. Vous en avez monté plus d'une 50aine dans votre carrière, Oui. dont celle-ci. Tu parles de paix, une épée à la main. Ah, Paix. Je hais ce mot paix. Comme je hais l'enfer, tous les Montaigus. Et toi, en garde la chasse. On est où là? là, on est à Bonifacio. Eh oui. C'est le festival des arts vivants de Bonifacio où j'ai monté Roméo et Juliette. Regarde-moi ça, le monde qu'il y a. C'est extraordinaire. J'ai monté Roméo et Juliette dans toute la ville, en fait. Et voilà la scène du balcon, Ah, c'est la mairie de Bonifacio. Spectacle gratuit, bien sûr. Hein. Ah, bien sûr, tout était gratuit. Tout était gratuit, c'était un moment extraordinaire. Ah, c'était un moment magnifique. Et de revenir jouer à Bonifacio, j'imagine, ça a dû être quelque chose de particulier pour vous. Parce que là, en quelle année, là? Ah, on va être en 2015, peut-être 15 ou 14. Regardez, ça c'est l'enterrement de Juliette, qui est porté par les confréries bonifaciennes. À Saint-Barthol, c'est ma confrérie Saint-Barthélemy. Et donc, on part du cimetière et on va poser les catafalques sur les bastions. Voilà, c'est Juliette Magnifique. qui est posée. C'était magnifique. Il y avait des mouettes qui tournaient. Enfin, voilà. Ah, il y avait même les mouettes qui étaient de la partie, Même les Raymond. mouettes. J'avais payé les mouettes pour qu'elles, parce qu'elles, il fallait que je les paye. Donc. Et Bonifacio, justement, eh bien, on va reparler de Bonifacio avec elle. Ah, ma mère. Ma mère qui a fait construire cette maison d'où on voit Bonifacio. Et ça, vous voyez, ce terrain-là. Alors, ma mère a fait construire sa maison. Ma mère a 83 ans. 83 ans. Elle fait construire une maison magnifique dans ce terrain-là. Avec la vue sur la Avec citadelle. cette vue sur la ville. Ah, c'est incroyable. Elle a fait construire une maison à 83 ans. Et on voit qu'elle était... Là, elle est dans sa maison, là, d'ailleurs, hein, Oui, complètement oui, oui, heureuse. oui, c'est ça. Elle est heureuse comme tout. Quoi. Elle est Et heureuse. elle va, d'ailleurs, pour la Elle est petite heureuse. histoire, elle va mourir à 89 ans, votre Elle meurt à maman. Le 1er juin, c'est ça? Exactement. Et Et le 1er mai. 1er mai Et mon père, le 1er juin. 2009. Vous vous rendez compte, ces deux-là, ils se sont aimés, mariés, ils ont fait des enfants, désaimés, remariés, ils n'ont plus fait d'enfants, redésaimés, et ils sont morts, tous les deux, séparés à 1 mois d'intervalle. Quelle histoire. Quelle histoire. Et effectivement, à 83 ans, elle avait encore des projets. Et vous, on a bien compris que vous donnez encore des cours. Vous vous approchez des 80 ans, quand même, Raymond. Hein. Il y a encore les cours à quoi vivre. Oui, les cours à Donc quoi vous vivre, vivez oui. entre Paris et Bonifacio dans cette maison. Mais j'ai une idée de projet pour vous, figurez-vous. Parce qu'on a vu que votre grand-père a fait fortune. Et ça, Alors, C'était ça, c'est les moulins de Bonifacio. exactement. Ça appartenait à la famille, ça. À mon grand-père. C'est un truc c'est Requiem. incroyable. Oui. Requiem. Ce qu'il y a au bout de la... C'est au bout de la ville. Oui. C'est le cimetière est juste derrière. Et là-bas, vous avez le silos à grains. C'est celui-là qui est devenu complètement en ruine. Et Ça vous appartient encore oui, aujourd'hui, oui, ça. c'est toujours la famille Orecchioni. Et moi, mon projet, c'est de faire revivre ces moulins. Je veux recréer ce moulin, ces moulins Orecchioni. Alors, on va voir comment, si je vais y arriver. Je ne sais pas. Ça, c'est une question. Vous allez y arriver. Je vous fais confiance pour y Oui, arriver. oui, j'espère que je vais y arriver quand même. Oh, j'en suis J'espère sûr. que j'arriverai à faire retourner les moulins Orecchioni. Allez, venez à côté de moi. Dernière photo, c'est moi qui la prends. Un petit selfie. Yes! Merci Raymond et félicitations Merci. pour cette carrière Merci à vous. qui se continue peut-être de façon différente. Oui, elle va continuer en tout cas sur l'enseignement, ça c'est sûr. Oui. Sur les pièces de théâtre aussi, donc on verra. Merci beaucoup, Luc, De rien. parce que ça a C'était été un très plaisir. agréable. C'était un plaisir, Raymond. À Rencontrer des gens bientôt. comme vous. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.